Le manioc est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est un arbuste vivace qui est largement cultivé comme plante annuelle dans les régions tropicales et subtropicales pour sa racine tubérisée riche en amidon. Le terme manioc désigne d'ailleurs aussi bien la plante elle-même que par métonymie, sa racine ou la fécule qui en est extraite. Le manioc est utilisé comme semoule ou comme fécule, appelée aussi tapioca. Les feuilles au-dessus de la plante peuvent être broyées pour fabriquer du nkwem, légume traditionnel. Le Cameroun produit environ 4,5 tonnes de manioc par an. Si les pouvoirs publics sont d'accord pour qualifier ce tubercule d'or blanc, son exploitation se fait encore de façon artisanale, à l'opposé d'autres pays tels que le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, qui ont développé une véritable industrie du manioc. Ce tubercule offre de nombreuses opportunités en termes de transformation et produits dérivés. Consciente de ses potentialités, la CAPEF, à travers sa vice-présidente, Mme Bang Ekoutou Elissar, a mis sur pied le projet Manioca. Il s'agit d'une usine de transformation de tubercules de manioc qui permettra au Cameroun de se lancer résolument dans l'exploitation de cette ressource abondante. C'est dans le but de mieux expliquer le bien fondé de ce projet qu'une discussion a été organisée au sein de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts à Yaoundé. Elle réunissait toutes les parties prenantes de la filière manioc, producteurs, experts et potentiels investisseurs. C'est déjà toute la Chambre d'agriculture, c'est une chambre consulaire qui a des élus, des représentants sur l'ensemble du territoire camerounais. On a 10 délégations régionales, on encadre les producteurs agricoles, on les représente, on défend leurs intérêts et on est chargé de la promotion économique de toute notre production, qu'elle soit brute, qu'elle soit transformée, etc., que ce soit au niveau national comme au niveau international. La Chambre d'agriculture est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Elle a donc tous les autres ministères comme partenaires techniques, à savoir le ministère de l'Environnement, l'élevage, la forêt, etc. Nous avons également des programmes et projets qui travaillent de concert avec nous sur certaines spéculations. Donc, notamment le PIDMA, qui est l'un des partenaires institutionnels et qui, justement, va vous faire une présentation de cette structure. Pourquoi le PIDMA? Parce que la structure a eu encadré beaucoup de producteurs de manioc dans la production, dans la recherche des débouchés. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, les débouchés commerciaux, les débouchés industriels, etc. Vous allez me dire pourquoi on vous invite ici aujourd'hui. Je crois que certains savent, d'autres ne savent pas, donc je vais expliquer. À force de rencontrer les producteurs sur le terrain, le gouvernement a appuyé pas mal de coopératives à produire le manioc, à planter le manioc. Mais on s'est rendu compte que beaucoup sont désœuvrés parce qu'au moment de la commercialisation, il y a une rupture. Moi qui vous parle, même j'ai fait l'expérience de planter du manioc et au moment de la commercialisation, on se rend compte que les femmes Bayam Salam ne vous proposent pas forcément le prix qui correspond à votre compte d'exploitation. Donc ça cause problème. Et d'un autre côté, on s'est rendu compte que les industriels utilisent le manioc, l'amidon et beaucoup de dérivés dans leurs produits. Je pense au textile, les cols, les confiseries, etc. Alors, on s'est dit, mais le marché est dominé par les importations de riz, de pâtes, de je ne sais quoi, on est en milliards. Et pourquoi ne pas valoriser, transformer notre manioc? Je crois que ce sujet a été débattu longuement au niveau du gouvernement, qui a entrepris un certain nombre de créations d'industries. Je pense notamment, le dernier exemple en date, l'usine de transformation de manioc de Saint-Mélima, qui était adaptée pour produire que de l'amidon à livrer chez Nestlé. Bon, semblerait-il que le projet
a été fait, pas semblerait-il, je confirme, hein, les machines sont là, l'unité a suivi, le gouvernement a financé. C'est un projet de la Chambre de commerce. Mais la production n'a pas suivi. Donc d'un côté, les industriels disent, les planteurs ne plantent pas le manioc. Et d'un autre côté, les producteurs disent, mais nous on plante le manioc, mais on ne trouve pas de marché. Donc on est là pour se comprendre, hein, c'est entre nous, hein. J'ai invité les producteurs à nous rejoindre. Nous avons d'abord, avec certains producteurs, décidé de monter nous-mêmes une usine. On s'est dit, bon, tout ça, ça devient compliqué. Pourquoi ne pas nous-mêmes monter une usine? Parce que de toute façon, la transformation du manioc est un secteur rentable. Alors on peut s'engager. Donc, se sont réunis autour d'une table des producteurs de manioc, des investisseurs, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un champ, qui a dit ben, je peux placer un peu d'argent, pourquoi pas. Des industriels aussi qui veulent voir comment ça va se faire. Et on s'est dit, on ne va pas aller très très gros, on va d'abord faire une première unité pilote. Si ça fonctionne, alors on va ouvrir, on va dupliquer ce modèle un peu partout. Parce que Yaoundé, on est là en surveille, mais il faudrait que demain ce soit dans le littoral, demain ce soit, je ne sais pas moi, Zoétélé, que demain ce soit à Melon, que demain, voilà, dans les zones où on produit le manioc ou à Idéa, on retrouve le même concept, les mêmes unités avec une unicité de production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ayons les mêmes standards de production dans les produits que nous allons décider de faire. Nous avons parmi nous également un docteur qui a étudié les conséquences du cyanure dans le manioc. Je crois qu'on lui passera un petit peu la parole. Il est bon qu'on en parle aussi parce que c'est une culture délicate. Donc quand on ne s'y connaît pas, il est bien d'avoir quelques informations. Il prendra la parole de 3 minutes pour dresser un aperçu. On travaille avec lui dans le projet industriel. Notre projet est au stade d'études de marché, visite de terrain, compréhension des acteurs sur cette fameuse matière première. Mais on s'est quand même engagé et on s'est dit que d'ici 2 mois ou plus tard, on devrait pouvoir monter cette unité. Les actionnaires se sont réunis et nous nous sommes dit, ben, nous avons nos frères ivoiriens ici à côté, hein. Ils transforment le manioc sous toutes les formes. Pourquoi ne pas aller 3-4 jours pour voir comment ça se passe aussi là-bas? Nous y sommes allés, nous avons vu des choses formidables. Dans la rue, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de pâtes. C'est le manioc sous toutes ses formes, la tchuké, les productions locales. Donc je pense que les Camerounais, entre guillemets, nous sommes peut-être un peu snobistes, peut-être paresseux, peut-être on aime les choses de luxe et on aime ce qui est importé, mais je suis persuadée que, en tout cas je parle pour moi j'adore le manioc parce que je suis née avec ça, on le mange sous toutes les formes. À choisir entre un plat de riz et un plat de manioc transformé, je vais préférer le manioc parce que je trouve que ça a plus de goût. Donc c'est un problème de personnes, on va également en discuter. Les modes de consommation, les modes alimentaires changent, ça c'est vrai. Une femme qui travaille aujourd'hui ne peut plus passer 2 heures à la cuisine pour préparer, ça c'est compliqué. Donc le riz apparaît aujourd'hui comme un aliment facile à cuire, les pâtes aussi, et puis en 15 minutes on est sorti de la cuisine. Donc on va, dans ma présentation à moi, je vais vous dire ce que moi je pense de ce que j'ai analysé, mais je vais d'abord passer la parole aux professionnels qui encadrent la filière manioc, entre autres, dans ce que vous faites. Je suis Joseph Marcel, je suis spécialiste ingénieur industriel et développement du marché au projet Pigment. J'ai été chargé de vous parler du manioc aujourd'hui. Mais le pigment encadre 3 filières principales, le manioc, le sorgho et... Je croyais qu'on m'avait porté. Bien, le manioc, le sorgho et le maïs. Voilà les 3 filières, 2 céréales et 1 tubercule. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti sur ces 3 filières?
c'est beaucoup plus parce que c'est des filières que les industries avaient demandé pendant l'élaboration du projet. Donc voilà ce qui avait guidé à aller vers ces 3 filières. Mais les autres filières aussi sont en train de connaître un essor avec d'autres projets. Ça, il faut le dire. Maintenant, la difficulté entre les 3 filières, les céréales et les tubercules, c'est le degré après la récolte, il y a ce qu'on appelle la conservation. Alors, le manioc, comme tous les tubercules, est un produit qui est hautement périssable. Si vous n'avez pas commencé à le transformer après 6 heures, si vous voulez faire certains produits et respecter un nombre de qualité, il faut commencer après 6 heures. Par exemple, si vous voulez faire la farine de manioc de haute qualité ou bien l'amidon que Nestlé va utiliser, si après 6 heures, vous n'avez pas commencé, faites autre chose avec le manioc qui est là. Après 72 heures, on est sûr et certain que vous allez perdre votre stock de manioc. C'est la même chose avec le reste. Alors, avant de parler un peu du pigment, je voulais vous dire aussi que la chaîne de valeur manioc, c'est-à-dire le manioc, c'est l'un des rares produits qui est valorisable. C'est-à-dire que tout dans le manioc est valorisable. Ça veut dire que si vous avez planté le manioc, vous allez valoriser la tubercule, vous allez valoriser les déchets qui sortent, n'est-ce pas, de cette tubercule, vous allez valoriser les boutures, la tige en bouture, vous allez valoriser aussi les feuilles. Donc voilà. Et quand on prend donc le manioc, donc le degré de périssabilité de la tubercule fait en sorte qu'il faut plutôt penser à gérer le manioc comme toute une chaîne de valeur. Si vous entrez au milieu de la chaîne, il faut savoir comment vous allez compléter les autres. Donc il faut une approche systémique pour pouvoir arriver à faire du profit avec ce produit. C'est pour ça qu'effectivement toutes les usines qu'on a montées se sont retrouvées coincées parce qu'elles n'ont pas regardé, elles n'ont pas eu cette approche systémique. Ça veut dire le marché demande. Quand le marché a demandé, on va regarder est-ce qu'on a la production. Et de ce côté, quel est l'outil adapté pour la transformation et satisfaire au marché. C'est ça. Donc quand on a ça, on a pris les 3 choses, on les a mis en commun. À ce moment, votre outil, si vous voulez vendre l'amidon à Nestlé, quel que soit l'outil que vous allez dimensionner, il va être un peu plus cher que les autres outils. Ce qui veut dire que pour que vous rentrez, n'est-ce pas, dans les coûts, donc là c'est des calculs de rentabilité, des calculs économiques, vous êtes obligé d'avoir une certaine taille, n'est-ce pas, de superficie. Parce que généralement, il faut prendre ça aussi comme une industrie et qui doit faire, n'est-ce pas, de la rentabilité. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que le manioc, marché affirmé pour le pigment, ça je pourrais vous laisser les documents, le marché affirmé pour le pigment au niveau des agro-industries que nous avons au Cameroun, c'est autour de 100 000 tonnes. Autour de 100 000 tonnes de produits de manière générale. On veut les tubercules, on veut le manioc surgelé, précuit et surgelé. C'est-à-dire que, comme disait madame tout à l'heure, le temps de cuisson étant long, quand on passe à cette pré-transformation, on prend le manioc, on le blanchit, on le surgèle, on met dans le supermarché, vraiment ça passe partout. Et c'est un Camerounais qui vit aux États-Unis qui est venu, qui dit mais moi j'ai besoin de ce manioc-là. Et lui il est prêt à prendre au moins 3000 tonnes par an. Bon, on n'a pas encore trouvé assez de manioc pour lui envoyer. Soit dit en passant. Bon, Nestlé veut 3000 tonnes
maintenant de farine de manioc de haute qualité. Le syndicat patronal des boulangers nous dit si vous me donnez 50 000 tonnes de farine, moi je vais commencer à incorporer doucement dans les produits de boulangerie et de viennoiserie. Donc en réalité, ça fait autour de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes de produits, c'est l'équivalent de pratiquement 20 000 hectares de production. Moins de 20 000 hectares de production annuelle. Si on fait les calculs de poche en poche, ce qui veut dire que nous avons vraiment... Le marché existe. Mais comment accéder au marché? Je pense que c'est là où on doit commencer à se focaliser. Parce que, effectivement, il faut les étudier de manière différente, il faut les aborder de manière différente. Alors, très rapidement, le PIDMA, c'est projet d'investissement et développement des marchés agricoles. On agit dans toutes ces zones agroécologiques. Donc la zone forestière monomodale, la zone forestière bimodale, la zone des hauts plateaux, des hautes savanes et Soudanou-Sahel. Ici au Cameroun, je constate, c'est-à-dire que nous avons constaté que c'est beaucoup plus les zones forestières bimodales et monomodales qui voient l'éclosion, la culture du manioc. C'est pour ça qu'on s'est même arrêté à ces deux zones. Mais dans les autres pays où on a été, toutes les zones agroécologiques, vraiment, parce que le manioc, c'est un produit qui est très tolérant en termes de demande hydrique. Il est tolérant. Donc, mais vous savez que si vous le faites dans les autres zones aussi, vous avez la capacité dans les zones de savane, vous aurez la capacité, n'est-ce pas, de mécaniser l'agriculture. Donc, alors, voilà un peu les zones d'intervention. Le modèle d'intervention du PIDMA est simple. Alors, nos bénéficiaires, c'est des coopératives. Ça veut dire que c'est des groupes de producteurs qui sont... C'est des groupes de producteurs qui se sont mis ensemble pour former des coopératives selon la loi WADA. Parce que c'est la seule forme rurale qui peut s'adapter, n'est-ce pas, au business, au niveau de la fiscalité et de certaines autres contraintes. Alors, quand une coopérative a avec un agro-business, donc ça veut dire qu'un acheteur, un contrat. Alors, soit que le PIDMA a déjà une convention cadre avec cet acheteur. Si le PIDMA n'a pas rapidement, et ça c'est mon travail, rapidement je contacte l'agro-business, on signe une convention cadre pour pouvoir protéger la coopérative qui ne connaît pas encore faire des affaires. Puis maintenant, le PIDMA va appuyer la coopérative à monter son business plan. Bon, mais je pense que tel que je vous ai entendu, vous avez déjà votre business plan. Donc la seule chose qu'on pourra faire, c'est de vous donner encore les éléments pour l'enrichir, parce que le business plan, c'est un document dynamique. Alors, la coopérative, donc, ayant son business plan, c'est ça qui va faire son sous-projet. Je suppose, une coopérative dit, comme on a une coopérative actuellement qui livre, n'est-ce pas, la farine de manioc fermentée au PAM, donc pour les réfugiés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement le foufou. C'est la farine fermentée comestible de manioc. Nous, on l'a appuyé à faire son business plan. Maintenant, pour le financer, le PIDMA va venir avec un appui. À part les autres appuis normaux que le Minadel met en place pour la coopérative, le PIDMA vient avec un appui en finançant son business plan à concurrence. À l'époque, c'était 50%. Maintenant, le PIDMA est prêt à venir avec
un financement à fonds perdu de 70%. La coopérative va financer son sous-projet à concurrence d'au moins 10%. Hein? Et le reste, on va amener à la banque. Et une banque, n'est-ce pas, va aussi financer à concurrence d'au plus 20%. Donc comme ça, on met en place un sous-projet et effectivement, voilà le mode. Mais c'est pour les coopératives, ce n'est pas pour les entreprises individuelles. Pourquoi? Parce que nous faisons face, n'est-ce pas, à des fonds IDA qui ne travaillent pas avec des entreprises individuelles. Donc voilà, grosso modo. Alors parlons un peu rapidement de la chaîne de valeur manioc. Donc voilà comment nous on travaille sur le manioc ici en Afrique, ici au Cameroun. Mais voilà comment, si vous voulez arriver à un stade d'industrialisation, il faut changer de plus mécanisé. Sans publicité, je vous conseillerais aussi, si vous avez la possibilité d'aller au Nigeria et voir Nidi, parce que nous avons visité personnellement cette installation et il fait très bien dans la chaîne de valeur. C'est le seul, depuis que nous marchons et nous avons trouvé, il a commencé par la production, maintenant il fait dans la transformation. Il a sur place en un tenant, c'est-à-dire qu'en un tenant, à travers des sites bien délimités, 11 000 hectares plantés. 11 000 hectares. Et là maintenant, il a mis en place un ensemble de petites unités de transformation qui font des produits tels que l'amidon, la farine de manioc, le gari, etc. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il faut mécaniser. C'est-à-dire, quand on regarde la manière de faire, les gens qui vendent ce téléphone, je ne sais pas, combien par an, combien de fois est-ce que vous achetez un téléphone? Ou bien après 2 ans? Hein? Après combien d'années vous achetez un téléphone? Hein? 2 ans? 2 ans. Mais vous voyez, les vendeurs de téléphones sont riches. Par contre, les gens qui produisent ce que nous mangeons tous les jours à toute heure, parce que là où il y a une vie qui respire, il y a toujours besoin de manger. Et c'est bizarre que les gens qui produisent ce que nous mangeons tous les jours et à toute heure, chaque minute nous sommes en train de manger, mais que ces gens soient pauvres. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut résoudre le problème là. Non, c'est vrai. Il faut résoudre le problème. Il est inadmissible que le vendeur de téléphone puisse être plus riche que celui qui nous nourrit. Celui qui vend l'eau, qui vend la nourriture, devrait être plus riche. Parce que normalement, son marché, c'est un marché qui est éternel, il est prioritaire. Parce que quel que soit ce que vous faites, si vous avez de l'argent, vous n'allez pas d'abord le mettre dans le téléphone. Vous le mettez d'abord dans la bourse. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de voir. Hein? Alors la prise en compte de la valeur, de la chaîne de valeur de manioc dans son entièreté, c'est là où on va découvrir que c'est une mine d'or. Vraiment, c'est ce qu'on appelle l'or blanc, le manioc. Alors, les éléments fondamentaux, c'est très rapide. Pour la production du manioc, il faut 5 étapes. Déjà, il y a le choix du site, le nettoyage, n'est-ce pas, de ce site, la préparation, hein, le semis, la gestion, n'est-ce pas, des mauvaises herbes et aussi des rongeurs. Il y a la récolte. Et quand on récolte 3 choses, la tubercule, les tiges et les feuilles. Et puis maintenant, la partie
processing, donc post-récolte. Et j'ai tenu à parler d'abord de ça parce que il faut savoir que le post-récolte, donc toute unité de transformation à laquelle vous allez penser, ne construit pas la qualité. Elle peut maintenir la qualité, mais la qualité se construit à partir du choix du site, donc à partir de la production. C'est là où on commence à construire la qualité. Mais le post-récolte ne construit pas la qualité. C'est-à-dire que c'est un système gigot, garbage in, garbage out. Donc, ce qui entre, c'est ce qui sort. Si c'est la mauvaise qualité qui entre, la mauvaise qualité va sortir. Alors, les opérations de production, donc normalement, quand on a une superficie qui commence déjà à aller vers les hectares, c'est mieux qu'on amène des jeunes dans l'agriculture et qu'on les forme dans le machinisme agricole. Et on fait des opérations unitaires de manière à ce que ce monsieur, quand je l'ai rencontré, son rôle c'est seulement de préparer le terrain, nettoyer et préparer le terrain. Donc son tracteur là, ce qu'il a appris à faire, c'est préparer et nettoyer le terrain. Et il fait ça les 365 jours de l'année. C'est tout ce qu'il fait. Et vous voyez comment lui il prend. Parce que si vous prenez quelqu'un qui n'a pas la maîtrise, n'est-ce pas, de cette activité, il va venir, il va racler tout, il va enlever toute la terre arabe. Et le manioc ne va pas pousser. Donc c'est des choses qui sont importantes. Alors la préparation, effectivement, ça se fait aussi par le tracteur. Donc, avec, n'est-ce pas, les différentes charrues. Maintenant, on peut faire le semi-manuel ou le semi-mécanisé. Donc, ça veut dire qu'on sème manuellement ou bien on va s'aimer avec le tracteur, mais derrière le tracteur, il y a effectivement un sémoir. Alors, également, comme on a dit, vous voyez, quand c'est planté comme ça, là où ce que nous on a visité, on a constaté que sur une superficie de 11 000 hectares, il n'y avait que 4 personnes pour la maintenance du champ. Il n'y avait que 4 personnes. Et il les a formés pour ça. Ça, c'est leur rôle. Et il trouve que son champ est enherbé, il vous chasse. Il recrute d'autres. Donc voilà, c'est comme ça, en fait. Alors maintenant, on peut effectivement se lancer dans la récolte manuelle ou mécanisée. Donc, mais vous pouvez imaginer quand vous récoltez manuellement ce que vous allez mettre comme temps pour pouvoir récolter une superficie seulement de 1000 hectares. Alors, les opérations post-récolte, c'est là où ça devient important, parce que quand la tubercule est sortie du sol, très rapidement, elle doit se retrouver dans l'usine de transformation. C'est pour ça que généralement nous conseillons que l'usine, les équipements de transformation soient vraiment à proximité, n'est-ce pas, des champs, sinon à l'intérieur même des champs, dans un rayon raisonnable de 30 à 50 km, de manière à ce que dès qu'on a récolté, qu'on ait aussi le réseau de route adéquat pour pouvoir aller rapidement vers l'usine. Sinon, on va se retrouver avec des tubercules qu'on ne peut plus utiliser. Et puis maintenant, les méthodes de récolte aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de récolter, de dire à chacun, tu récoltes, tu portes et puis tu vas verser, on apporte le tracteur là où on est en train de récolter. Dès que vous récoltez directement, vous mettez dans le tracteur. Et ça, c'est des opérations qui doivent se faire de manière coordonnée. Alors, comme disait madame tout à l'heure, de la tubercule, on peut avoir au moins 10 produits valorisables. Au moins 10 à travers une tubercule de manioc. Donc, je pourrais même vous laisser à souhait une vidéo qui va effectivement vous édifier sur
les différents produits. La dogarée, le foufou, la farine industrielle, la farine boulangère, l'alimentation de bétail, et puis bon, généralement l'amidon peut aussi être utilisé pour fabriquer des édulcorants qu'on utilise dans les confiseries et autres. Donc, on va parcourir quelques petits produits. Si vous voulez faire, n'est-ce pas, la farine de haute qualité, comme celle que Nestlé veut, c'est simple. Si vous avez une tonne, vous aurez, c'est-à-dire que c'est un quart. Vous avez une tonne de tubercules, vous aurez pratiquement 250 kg de farine. Donc, les opérations sont simples. Il faut peler, il faut nettoyer, peler. Après, il faut procéder, n'est-ce pas, à la presse pour l'enlèvement de l'eau. On pulvérise et puis maintenant on sèche. Et l'opération critique ici, c'est le séchoir. Quand on a séché, on atteint, n'est-ce pas, les températures qui sont requises pour la conservation du farine. Et puis maintenant, on va à la mouture. Donc, et là, on fait le conditionnement. Idem, quand on veut faire le foufou, la différence entre la farine et le foufou, c'est qu'on laisse fermenter. Donc, généralement, nous, on conseille aux coopératives, vous qui voulez faire dans la farine de haute qualité, prenez les mêmes équipements pour faire le foufou. Parce que dès que vous avez la tubercule qui a déjà dépassé 6 heures, ne faites plus la farine de manioc de haute qualité. Pourquoi? Parce que les micro-organismes vont commencer un travail qui ne pourra pas disparaître dans le process. Dès qu'on va venir analyser, on va toujours trouver qu'il y a des présences microbiennes. Alors que ce même manioc, dès qu'il est sorti comme ça, il faut le tremper. Et dès que vous l'avez trempé, c'est que vous faites du foufou, vous les laissez fermenter, vous faites du foufou. Avec ça. Donc quand vous avez des tubercules qui sont frais, vous faites la farine de manioc de haute qualité. Et le reste, vous continuez à faire le foufou à longueur de journée. Et je vous préviens que la farine de manioc de haute qualité coûte moins cher que le foufou. Parce que le foufou, vous le mettez directement sur la table, alors que la farine de manioc de haute qualité, vous l'envoyez dans une entreprise qui va en faire un autre process. Donc quand vous regardez les prix comparatifs, Nestlé nous a dit qu'il n'ira jamais au-delà de 325 francs le kilogramme. Par contre, le PAM prend le foufou à 450 francs le kilogramme. Donc vous voyez un peu qu'il y a une grosse marge. Donc, alors, voilà les opérations. Hein. Donc, comme je vais vous laisser, il n'y a pas de problème. Le pelage peut être mécanique, comme ça peut être manuel, dépendant si on a la main d'œuvre ou pas, dépendant de quel produit on veut faire. Hein? Alors, le pelage mécanique, voilà comment on procède, n'est-ce pas, au découpage. Donc, on peut utiliser la presse, ou bien on peut utiliser le filtre presse. Pour ceux qui veulent, si vous allez chez Taïfa, vous allez trouver, ils ont 2 filtres presse. Donc, et il faut maintenant, après la pâte, il faut la pulvériser pour permettre à ce qu'elle puisse bien sécher. Donc, pour ceux qui font le foufou, vous allez avoir des fermenteurs comme ça. Et lorsque vous faites le foufou, ça vous permet effectivement de réduire, n'est-ce pas, le taux de cyanure. Mais ce n'est pas parce que vous voulez faire le foufou que vous devez prendre un manioc qui est amer. Il faut prendre un manioc qui a quand même un taux de cyanure qui est acceptable avant de commencer le process. Sinon, ça va vous coûter plus cher pour éliminer le cyanure. Donc, alors, après maintenant, on va procéder, n'est-ce pas, au séchage. Et le séchage, c'est l'opération vraiment la plus délicate. Donc, dans
la conception de vos usines, il faudra regarder le séchage, le coût économique du séchage. Parce qu'il y a tous ceux qui ont commencé ici, donc au Cameroun, à vouloir aller vers le séchage, ils ont acquis des équipements, et ces équipements donnaient, pour sécher 1 kg de farine ou de foufou. Pour sécher 1 kg, ils devaient dépenser 2 litres de gazole. Et le litre de gazole coûte 600. Donc si pour avoir 1 kg qui va vous coûter 325 francs, vous dépensez déjà seulement pour le séchage presque 1300 francs. Vous imaginez un peu. Je veux dire qu'il faut regarder, tout élément est important. C'est des opérations unitaires et il faut que chaque opération unitaire, vous puissiez gagner parce que le profit se construit. C'est comme la qualité. La qualité se construit au fil, n'est-ce pas, dès le départ et on la maintient. Mais le profit se construit dans chaque opération unitaire que vous êtes en train de faire. Mais le séchage est très critique parce que c'est là où on perd beaucoup d'argent. On le fait mal, on perd de l'argent. Alors, après, le reste, c'est quoi? C'est la mouture. Donc, on envoie au moulin. On peut directement, dépendant de ce qu'on veut faire, on peut faire des pâtes dans sa charge. 1 kg, 0,5 kg ou bien 25 kg, ça dépend. Alors ça, c'est les friteuses, ce qu'on appelle le tapuka chez nous. C'est les friteuses de garni. Alors, pour avoir des produits qui sont acceptables par les consommateurs, les points essentiels sont l'usine, votre unité de transformation. Ça veut dire que quand vous avez bien produit, vous aurez une bonne tubercule. Ça veut dire que les rendements, on va voir tout à l'heure, avec les variétés de manioc que nous allons vous présenter, les rendements doivent osciller autour de 25 à 40 tonnes par hectare. Et si vous avez ce genre de rendement, ce qui est bon, il faut maintenant avoir un bon outil de production qui ne va pas vous faire perdre de l'argent dans le process. Ce que moi j'ai vu faire, ils ont été bien formés. Et quand ils viennent pour le nettoyage, ils ont une façon, n'est-ce pas, d'utiliser effectivement leur pelle pour ne pas arracher la couche arabe. Et ça, je pense que je l'ai expliqué, j'insiste. Que les gens sachent que tout, dans l'agriculture, il faut rendre tout en opération unitaire. C'est comme dans l'industrie. C'est une suite d'opérations unitaires qu'on met ensemble. Et c'est pour ça que l'industrie devient performante. C'est la même chose qu'il faut faire dans l'agriculture, dans la production agricole. Ça veut dire que le gars qui est formé pour le nettoyage, il va être vraiment bien formé. Comment est-ce qu'il va utiliser l'espace, son bulldozer pour pouvoir mettre... Et puis ensuite, toutes les surfaces ne sont pas mécanisables. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Et c'est le gars qui est bien formé qui va venir vous dire que non, cette surface, c'est pas mécanisable. Au lieu d'utiliser tout ce que vous voulez utiliser là, moi, je pense que faites-le à la main. Ça dépend de la zone, etc. Donc, c'est au cas par cas. Mais il faut que l'opération soit menée par quelqu'un qui a été bien formé pour ça. Ça, c'est la première chose. Même le planting aussi, il faut que ce soit une opération unitaire. Et quand on veut la mécaniser, celui qui l'a fait est bien formé et il le fait vraiment de manière professionnelle. Et je vous ai dit, dans le champ que nous on a visité là-bas, chacun a un rôle. Il a une personne, son rôle, c'est de préparer le terrain. Et il ne fait que ça 365 jours sur 365. Il n'a pas autre chose à faire. Il prépare mal le terrain, il fait son job. C'est la même chose pour le planting. Il faut juste former les gens.
Maintenant, si vous voulez gérer vous-même l'unité, vous pensez que c'est un bouton qu'on appuie, ce qui est sûr, c'est que vous allez casser cette affaire avant même que ça commence. Donc, et là, on a toujours des problèmes avec eux pour leur expliquer. Bon, bien entendu, l'autre disent que non, c'est mon enfant qui doit gérer. Il a fait quoi? Il a fait droit. Non, quand il a fait droit, il ne peut pas comprendre. On l'envoie d'abord à l'école d'ingénieurs. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut faire la biochimie. Pour le manioc, ça veut dire qu'il faut faire de la biochimie. Et il faut faire ça très bien. Il faut faire l'agronomie. Hein? Il faut faire l'agro-industrie. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre effectivement d'être performant dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, généralement, voilà un peu un plan de masse. Hein? Il y a toujours deux parties pour le manioc. C'est pour ça que vous allez trouver rarement des gens qui sont prêts à vous donner des équipements, à vous fournir des équipements, parce que la partie humide, pour eux, est très difficile. Mais la partie sèche, ils peuvent vous trouver des équipements pour les fabriquer, mais la partie humide. Et entre la partie humide et la partie sèche, vous avez le séchoir. C'est le point central. Donc c'est pour ça. Donc, et ça doit se faire de manière à ce que l'hygiène est constamment maintenue dans la salle. Ça, c'est très important. Alors, bon, voilà un peu le carré et le foufou. Moi, je n'ai pas porté des échantillons, je pourrais vous donner, je pourrais vous donner quelques-unes, madame. Donc, on est là. Ça, bon. Alors, mais il y a quelque chose sur lequel on va travailler aussi. Peut-être comme on est à la Chambre d'agriculture, il faut que, sur le plan des normes, que l'autorité travaille sur des normes qui sont vraiment adaptées localement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez travailler là-dessus, c'est soit les normes de l'agro-business, je vous assure, c'est pas facile. Quand Nestlé vous donne déjà les normes, même l'équipementier vous dit, écoutez, moi je ne suis plus dans cette affaire. Parce que Nestlé a des normes qui sont très riches. Et Nestlé vous dit, si vous avez une norme locale à porter, nous on n'en a pas encore. Du moins, je n'ai pas vu. Pour le moment, je n'ai pas vu. Donc, si vous pouvez approcher la norme, commencer à travailler sur les produits tels que les foufous. Mais les normes du codex alimentarius existent. Les normes du codex existent. Et il y a les normes de NAFDAC, parce qu'au Nigeria, ils ont développé vraiment des normes très puissantes, qui sont même plus rudes que les normes des agro-business. Donc, il faut déjà travailler sur les normes de qualité de ces produits. Même le gari. Hein? Quelqu'un vous dit je veux le gari rouge ou le gari jaune. Mais qu'est-ce qui doit être dans le gari là? Personne ne veut dire ce qu'il faut dans le gari. Bien entendu, tant qu'il n'y a pas de normes, on ne peut pas réguler l'activité. Donc il faut qu'on régule l'activité à travers un système clair de normes. Alors, bon, ça, voilà une cargaison qui est en train de partir. Hein, pour le marché. Alors, pour vous dire, le marché camerounais seulement, je vous ai montré, mais il y a des marchés à l'extérieur. Il y a des marchés à l'extérieur, comme en Allemagne, en Europe, un peu partout en Europe, qui demandent les produits, ces produits-ci, mais qui ne sont pas encore apportés. Donc le marché est vraiment très vaste. L'élément fondamental maintenant, c'est les produits et les transformer. Alors, je pense qu'on va... Il y a encore du temps, on peut discuter sur quelques variétés de manioc. C'est très important. Mais si vous avez des questions... Ok. Bon. Moi, je vais vous présenter quelques variétés de manioc. Mais je vais vous conseiller de vous approcher beaucoup plus de l'ITA, avec lequel nous sommes en partenariat, donc pour pouvoir développer des variétés qui sont plus performantes et qui sont adaptées à certaines zones. Donc, pour le moment, nous, quand on a commencé à travailler, Nestlé, à l'époque du PNDRT, Nestlé, quand Nestlé voulait déjà l'amidon, Nestlé a dit envoyez-moi vos clones. Et ça, moi j'étais dans le centre de recherche, j'ai vu les clones qui sont de nos tubercules qui sont encore là-bas. Alors ils ont fait des tests sur 15
variétés qu'on leur avait données et ils ont conseillé 4 variétés. C'est-à-dire que pour dire que si vous voulez produire et pouvoir transformer dans des variétés qui peuvent subir une bonne transformation technologique et vous permettre de gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire avec les autres, hein. Mais vous allez voir que les autres, vous allez faire de l'argent. Mais celles qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de subir la transformation des mécaniques et puis maintenant gagner de l'argent, voilà les 4 variétés. Ils nous ont donné 4 variétés. Et ces variétés-là, c'est la 8034. Bon, je ne suis pas autonome, mais les experts disent que ça ne pousse pas par fond. Il y a des endroits où ça excelle. Hein? Ça, c'est les années de production que vous voyez. Hein? Le cycle végétatif, c'est entre 9 et 12 mois. Mais elle présente une très bonne résistance à la mosaïque, à la bactérie et à l'anthracnose. Alors, son taux de matière sèche est 40%. Vous voyez que quand vous avez déjà 40% de taux de matière sèche, ça peut pousser l'extraction, n'est-ce pas, au niveau de la tubercule. Donc, et c'est autour de 30 à 35 tonnes par hectare. Donc, quand vous le plantez bien, vous pouvez arriver à avoir 35 tonnes par hectare. Donc, c'est quand même acceptable. Alors, on a aussi mis un peu un certain nombre d'éléments pour le technique culturel. Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? L'autre variété, c'est la 92 0326. Alors voilà comment elle se présente. La tubercule se présente à 92 0326. Alors, elle vient, n'est-ce pas, de l'IITA au Nigeria. Et elle résiste à la mosaïque, à la bactériose et à l'anthracnose. Bon, généralement, nos agronomes qui sont là-bas nous disent que la mosaïque, c'est comme le sida du manioc. Donc, quand vous voyez le manioc qui a déjà les feuilles comme ça, c'est-à-dire qu'on appelle ça la main du diable. Vous voyez comment le diable souvent sa main dans le fibre. Oui, quand il a. C'est comme ça. Quand il descend sur le pesticide, alors à ce moment-là, ça veut dire que ça commence à être attaqué par la mosaïque. La seule chose à faire, c'est d'éliminer ces tiges. Si vous ne l'éliminez pas, très rapidement, il va contaminer tout le champ. Et c'est fini, vous allez perdre votre récolte. Alors, vous voyez que sa teneur en matière sèche est de 40%, avec 0,72% de carotène. Vous voyez que si vous pouvez transformer ce manioc en foufou, vraiment, c'est quelque chose d'excellent parce que c'est un trait, ça dit, qui comporte beaucoup de compléments alimentaires. Donc. Alors voilà les techniques culturales et comment est-ce qu'on peut le manger. Alors il y a la 96 14 14. La 96 14 14 se présente, c'est une tubercule qui se présente comme ça. Et effectivement, elle aussi, elle résiste aux 3 maladies fréquentes que nous avons. Son rendement se coûte 35 tonnes par hectare, avec un taux de matière sèche de 38%. Donc voilà les variétés que l'EC nous a conseillé, demandé de conseiller aux producteurs. Donc c'est ça. Donc, il y a la dernière variété, c'est la 95 0109. Et la 95 0109, c'est aussi une tubercule qui se présente comme ça. Vous voyez que à la différence de l'autre est rouge, les autres tubercules est blanche. Alors,
les éléments essentiels, elle résiste toujours aussi aux 3 maladies. Elle a une teneur en matière sèche de 38%, avec un rendement par hectare qui peut aller jusqu'à 32 tonnes par hectare. Donc, voilà. Donc, quand vous avez un bon champ, voilà comment il devrait se présenter. Alors, généralement, la tubercule que vous voulez transformer, elle doit se présenter comment? Donc, elle doit avoir une forte teneur en calories, 125 à 140 kcal pour 100 g de manioc pré-pelé. L'eau, c'est autour de 60 à 70%. Vous voyez que c'est beaucoup plus l'eau qu'il y a dans le manioc. C'est pour ça qu'on vous déconseille d'avoir des usines qui sont loin. Quand vous transportez les tubercules, c'est que vous êtes en train de transporter de l'eau. Ça vous coûte cher pour rien. Donc il vaut mieux avoir des usines. Je vais vous expliquer un peu comment on est en train de résoudre les problèmes des gens qui ont des champs qui sont éloignés. C'est-à-dire que c'est tout simple, hein? L'usine est là, mais on leur conseille au cours de l'usine de planter beaucoup de manioc pour faire tourner l'usine. Maintenant, s'il y a des champs éloignés, on les donne, n'est-ce pas, de petites unités manuelles de transformation. Donc, dès qu'on a sorti le tubercule là-bas, l'unité va là-bas, on presse. Quand on a pressé maintenant, c'est la pâte qu'on transforme maintenant dans l'usine pour terminer le travail. C'est plus simple comme ça. Alors, les glucides, c'est entre 32 et 37%. Donc, c'est surtout l'amidon. Les protéines de virus, c'est la cellulose 3 à 4%. Donc, voilà un peu la composition, n'est-ce pas, du tubercule de manioc. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus de glucides que l'eau. Et généralement, le pH, quand vous transformez, ne doit pas être supérieur à 4,7. Donc, quand vous avez déjà la tubercule avec un pH qui est descendu, quand le pH est descendu, ça veut dire que les micro-organismes vont commencer à faire le travail. C'est ça qui acidifie la tubercule. Donc, alors, pour terminer, comment vous pouvez faire pour caractériser les différentes variétés quand vous êtes sur le terrain? Donc, pour établir la différence entre deux variétés de manioc, il y a deux types de méthodes fondamentales. Il y a les méthodes morphologiques. Ça vous permet de voir à l'œil nu que cette variété, ce n'est pas la 80-34. Hein? Ou bien, ça c'est la 80-34, l'autre c'est la 92-03-129. Il faut regarder les feuilles, la pilosité, la couleur. La pilosité, c'est les poils sur la feuille. Hein? Il y a des poils sur la feuille. La forme, le nombre de lobes. Les tiges, couleur ramification, les racines, couleur et forme. Mais il y a aussi d'autres méthodes qui sont basées sur l'ADN. Mais là, si vous n'envoyez pas l'idée, vous n'allez pas voir. Donc, vous, par l'expérience, vous pouvez déjà apprendre à l'identifier de manière morphologique. Alors, dans les méthodes morphologiques, on a deux choses. Il y a l'âge de la plante et l'état sanitaire. Vous voyez que, à ce niveau-là même déjà, vous-même, si dans le champ, la plante est malade, vous l'éliminez. Si vous ne l'éliminez pas, vous l'amenez dans la transformation, vraiment vous allez injecter la maladie sur tout le reste de tout le bas de production. Donc, à 3 mois, on regarde la couleur, la pubescence des feuilles apicales. Bon, à la récolte, la couleur de la pulpe, la texture de l'épidème. Voilà les méthodes morphologiques qu'on utilise. Donc, vous voyez que la 92, à 3 mois, quand vous regardez les feuilles, les premières feuilles qui se développent, la 92 0326, vous voyez, alors que la 96 0023 a des feuilles qui sont plutôt courtes. Et la TME 419 a des feuilles qui sont vert sombres. Donc ça dépend. Donc voilà un peu comment
caractérise. Quand vous descendez dans un champ, voilà ce qui va permettre de voir la différence entre les variétés. Il y a des descripteurs de vivosité, des feuilles apicales, dont les feuilles qui sont à l'intérieur là. Donc quand vous touchez la 0,326 et que vous touchez ces soyeux là sur la main, comme une jeune fille. Donc, ok. Donc ça, je voulais vous montrer ça aussi, parce que c'est important quand vous descendez, et surtout quand vous prenez aussi des tubercules, des boutures, de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de prendre. Et si vos gars qui sont dans les champs n'ont pas l'expérience, on va vous faire planter une variété que l'autre. Et généralement, il y a ce qu'on appelle, on peut faire un champ qui a plusieurs variétés à la fois. Donc, et ça c'est très dangereux. Quand vous avez un champ qui a plusieurs variétés, généralement c'est mieux l'unicité, l'uniformité. Bon, alors ça c'est l'état sanitaire. Alors généralement, voilà la description, on a aussi mis la description de chaque variété là. Et puis avec le nom local. Donc quand vous arrivez localement, la 0,326, c'est ça qu'on appelle généralement agricole. On aime beaucoup ça pour ces feuilles là. Quand on coupe les feuilles là, on fait le colmamètre. Ça veut dire que c'est très bon. Et voilà aussi les zones. On a tenu aussi à vous indiquer les zones où on les cultive le mieux. Dans nos 4 zones agroécologiques. Il y a la 96 14 14. Lui, généralement, on l'appelle ici dans le sable comme 28. Donc, voilà la description de comment elle se fait. Et voilà les zones où elle se cultive le mieux. Mais, toujours, il faut dire que ce n'est qu'une indication. Ce n'est qu'une indication. Parce que vous pouvez arriver et que dans le microclimat, ça ne va pas bien pousser. Donc, il faut d'abord faire des tests avant de vous engager à faire quelque chose. Ou bien vous vous reportez sur l'expérience des autres. Il faut se reporter parfois sur l'expérience des autres. Donc la 95 009, là où on la trouve, la 80 34, celle-là on la trouve un peu partout aussi. Donc la TME 419, elle aussi voilà comment elle se comporte. Donc la 96 023. Donc je vous remercie de votre aimable attention.